Bonjour et bienvenue dans Traveling Solo as a Woman, une chaîne dans laquelle je partage avec vous mon apprentissage du voyage et de la randonnée en solo en tant que femme. Dans la dernière vidéo, je partageais avec vous le contenu de mon sac pour un petit essai dans les Pyrénées, quelques jours de randonnée dans les Pyrénées en bivouac et en autonomie, donc avec la nourriture aussi. Et dans cette vidéo aujourd'hui, je vous propose de vous faire un petit retour sur cet apprentissage qui a été extrêmement utile. Avant de vous faire un petit retour sur toutes les leçons apprises durant cette randonnée, je vous propose un petit aperçu de mon aventure, des paysages, etc. Et je vous invite à prêter attention aux détails. Il y a quelques indices sur les retours que je vais vous faire. Pour rappel, cette randonnée était un petit essai parce qu'en réalité je prévois une randonnée beaucoup plus longue qui est vraiment un énorme défi pour moi puisque je prévois de faire la Nordlandsruta en Norvège. Alors, il y a des refuges assez régulièrement, donc là il est possible que je puisse alterner entre la tente et le refuge, mais par contre en termes d'alimentation c'est entièrement à moi à me gérer pour mon ravitaillement. Donc qu'est-ce que j'ai appris durant cette randonnée d'essai dans les Pyrénées? Déjà, première chose, premier indice, je vous parlais dans la vidéo précédente que je comptais partir 5 jours. J'avais prévu un aller-retour entre Banyuls et Le Perthus. En réalité, je me suis limitée à 4 jours, j'ai fait demi-tour un tout petit peu plus tôt. Justement parce que j'ai eu des moments un peu compliqués. Première chose, et pas des moindres, la tente. Donc, je vous avais parlé de cette tente-ci, qui est donc toute petite, elle fait un petit peu moins d'1 kilo. C'est une monoparoi, donc ça veut dire qu'elle elle est d'une pièce, et donc on la pose au sol, on la lève, ça a une forme de tente canadienne, donc on la lève avec les bâtons de marche, et comme ça on a une tente qui est imperméable, donc de ce côté-là il n'y a vraiment pas de souci, elle est imperméable. Et qui est donc en une seule pièce, il n'y a pas comme on peut avoir l'habitude, une espèce de chambre intérieure et la couverture imperméable par-dessus. Dans l'absolu, le montage, franchement facile. Donc le côté monter la tente avec les bâtons de marche, moi je trouve ça très bien. Et je pense que c'est ça aussi qui joue dans le poids, donc ce qui fait que c'est très léger, puisque j'ai pas du tout apporté de la structure. Donc le montage, très facile. Étanchéité, parfait. J'ai eu une nuit sous la pluie, ça s'est très bien passé. Si ce n'est qu'il y a une sardine qui a lâché et donc j'ai un bâton de marche qui m'est tombé dessus pendant la nuit. Donc j'ai une partie de la tente qui s'est un peu effondrée. Mais bon, ça n'a rien à voir avec la structure de la tente, c'était mal attaché. Mais donc voilà, étanchéité, imperméabilité, pas de problème. Par contre, gros problème. Les tentes monoparois de manière générale, le principal problème c'est la condensation. Parce qu'en réalité, une tente monoparoi c'est un peu comme un kawaii, mais fermé. Et donc très rapidement, selon le lieu où on se trouve, les températures et l'humidité dans l'air, il peut très rapidement y avoir de la condensation et ça a été mon gros point noir durant la randonnée. Dès le premier soir, en fait. Premier soir, j'ai pu poser ma tente dans un petit coin, j'ai trouvé un petit patch à peu près plat. Mais c'était un soir où il y avait beaucoup de vent. Donc en altitude, il y avait aussi beaucoup d'humidité. D'ailleurs, le lendemain, j'étais complètement dans les nuages. Il y avait beaucoup d'humidité, donc il y a eu très rapidement de la condensation. Avec le vent, ça battait un petit peu la paroi. Donc en gros, toute la nuit, je me suis pris des gouttes sur la figure. C'était un peu comme d'avoir un brumisateur permanent, mais je m'en serais passé volontiers. Donc au-delà du fait que c'était pas très agréable de se prendre des gouttes d'eau sur la figure pendant la nuit, le vrai problème,
c'est que le lendemain matin, mon sac de couchage et mon matelas étaient trempés. C'est juste pas possible en fait de se réveiller le matin, d'avoir le sac de couchage trempé et de devoir donc replier le camp et ranger le sac de couchage mouillé. Parce que le sac de couchage il est en plume et dès qu'il est mouillé, il perd totalement son utilité. Alors si ça arrive un soir et que effectivement la journée suivante on l'a remballé mouillé, mais le soir on a la possibilité de l'étendre, de le faire sécher, pourquoi pas, on est sûr qu'il est sec avant de se coucher à nouveau. Mais si on enchaîne ce problème-là sur plusieurs soirs, ça devient vraiment problématique. Et donc moi j'ai eu ça, la condensation en fait je l'ai eu chaque soir parce qu'il faisait très humide et très froid dehors. Donc ça a vraiment été un problème pour moi. J'ai pu assez régulièrement étendre mon sac de couchage et donc l'avoir l'aéré, qu'il soit à peu près sec pour la nuit suivante. Mais si je considère cette option pour le long trek en Norvège, clairement c'est pas la bonne solution. Donc ce que j'ai fait, j'ai déjà commandé une autre tente, une double paroi, qui fait aussi un peu moins d'1 kg et qui se monte avec les bâtons de marche. Donc un peu le même principe, sauf que cette fois ce sera double paroi. Et le problème des doubles parois, c'est que ça prend plus de place. Deuxième retour, c'est sur le confort de couchage. Donc je vous l'avais dit, j'ai le tapis de sol qui me permet de m'isoler du froid du sol. Par-dessus ça, j'ai un matelas gonflable qui est lui aussi isolé à l'intérieur. Et ensuite mon sac de couchage qui est en confort 3 degrés il me semble. Donc dans l'absolu, tout ça, ça marche super bien. Je n'ai pas du tout eu froid. Après c'est pas non plus les températures que j'aurais en Norvège, mais il faisait quand même déjà assez froid et j'ai vraiment pas eu de problème de température. Moi c'est vraiment que je prenais l'eau. Problème, le sol de la tente est glissant. Ce tapis de sol, ou de manière générale les tapis de sol, est quand même assez lisse. Mon matelas est assez lisse aussi, et donc l'un sur l'autre, ils ont un petit peu de mal à rester ensemble. Et à ça vient s'ajouter mon sac de couchage qui lui-même est super lisse. Donc au cours de la nuit, sachant que le sol n'est jamais vraiment bien à plat, bien de niveau, je finissais un petit peu en éventail. J'avais le tapis de sol qui glissait un petit peu sur le sol de la tente, mon matelas qui sortait du tapis de sol, et finalement moi qui essayais de naviguer au milieu de tout ça avec mon sac de couchage. Donc c'est pas très confortable, c'est forcément du coup on se réveille régulièrement dans la nuit pour essayer de se remettre un petit peu en place. Pour le haut du corps, ce que j'avais fait, c'est que j'avais calé mon sac de randonnée contre la toile de la tente, et moi en fait j'étais collée à ce sac et donc le haut du corps ne bougeait pas. Au niveau des jambes c'était n'importe quoi. J'ai trouvé la solution justement sur le site sur lequel j'ai commandé la nouvelle tente. Il existe des gels agrippants qui sont normalement faits pour réétanchéifier les coutures des tentes. Donc ça s'applique avec un petit pinceau. Et en fait ils sont agrippants, ce qui fait que ça va, si on met des petits points ou des petites bandes de ce gel sur le tapis de sol, sur le matelas, ça va permettre à tous les éléments de vraiment mieux tenir entre eux quand on est un peu en dénivelé. Donc ça c'est ma solution que je testerai dès que possible. Mais c'est vrai que ça c'était une chose à laquelle je n'avais pas pensé. J'en ai fait l'expérience malheureuse. Mais je pense que le fait d'avoir eu une tente avec beaucoup de condensation, ça a orienté mon focus plus sur le côté humide que sur le côté confort de position. Donc j'en ai moins souffert, mais je sais que c'est un point sur lequel il faut que je m'améliore. Troisième point, la nourriture, le côté cuisine, bivouac, réchaud, tout ça. Pour le réchaud, parfait. Vraiment la petite popote avec le micro réchaud vissé dessus, la petite bouteille de gaz, c'est parfait, ça suffit amplement, puisque tout ce que j'ai à faire en réalité c'est faire bouillir de l'eau. Donc c'est très très facile. Par contre, donc en termes de quantité, donc moi j'avais prévu les petits snacks, donc ça c'était les fruits secs, des barres de céréales, des flocons d'avoine, donc un espèce de porridge amélioré pour le matin, et un repas chaud lyophilisé le soir. En réalité ça faisait beaucoup trop.
Donc je me suis retrouvée à apporter de la nourriture pour rien. Déjà le matin au petit-déj, l'idée de préparer un porridge, donc de ressortir la popote, de refaire bouillir de l'eau, et en plus dans ces cas-là de faire mon porridge dans la popote, et donc devoir ensuite faire une petite vaisselle, tout ça. Non, j'en ai tout simplement pas du tout envie. Le matin je prépare mes petites affaires, j'ai plutôt mangé soit une part de céréales qui me restait de la veille, soit des fruits secs. Et ensuite je range un peu tout, mais j'ai pas du tout envie de me réinstaller avec le réchaud. Donc l'avoine le matin, le porridge, très mauvaise idée, donc ça je laisse tomber. En quantité de manière générale, j'en avais trop parce que justement le repas du soir, donc c'est du lyophilisé, donc j'étais sur des sachets comme celui-ci. Et c'est trop pour moi, ça me fait vraiment un très très gros repas. Et en ayant les barres de céréales et les snacks au cours de la journée, puisque moi j'ai plutôt tendance à grignoter toute la journée plutôt que de faire des très gros repas spécifiques. En arrivant le soir, préparer l'eau chaude et verser tout ça là-dedans, une fois que mon repas était prêt, je me disais oula, faut que je mange tout ça. Parce qu'après, effectivement, je peux pas le garder. Si je le jette, bah oui, pourquoi pas éventuellement, mais bon, c'est quand même de la nourriture transformée, et si je le jette, il faut que je l'enterre, parce que sinon ça fait venir de la vie sauvage. Donc les 2 premiers soirs, j'ai mangé mon repas. Le 3e soir, vraiment, c'était pas possible. J'avais vraiment trop à manger. Et chaque soir, il me restait de toute façon des barres de céréales et des fruits secs, parce que j'en avais trop. Donc ce que je vais faire pour la Norvège ou pour la plus longue durée, c'est alterner en fait entre les repas chauds assez conséquents et des repas chauds un peu plus légers ou moins bourratifs en fait, parce que pour moi c'est vraiment comme ça. Donc j'ai prévu de faire des repas chauds lyophilisés et aussi des soupes dans lesquelles je rajoute des vermicelles pour donner un petit peu plus de consistance. Mais ça va me permettre en fait d'alterner vraiment quelque chose de gros et qui va être lourd à manger, mais qui en même temps m'apporte beaucoup de calories et de protéines. Et quelque chose de plus léger où je me sens capable d'arriver au bout quand je commence mon repas. 4e chose, pour ce qui est du sac à dos et du poids. En partant, j'avais déjà présenté mon sac à peu près complet. Quand je suis partie, en incluant l'eau, j'étais à 18 kg. Donc en ayant aussi mes papiers, mes clés, des choses comme ça. Donc tous les petits à côté auxquels on ne pense pas et qui se rajoutent à la fin. C'est vrai qu'à 18 kg, je trouvais ça assez lourd pour moi. Mais je sais que je vais au moins avoir ce poids-là, même si j'ai moins d'eau. Parce que je vais devoir faire des étapes beaucoup plus longues. Donc là, j'étais partie pour 5 jours en Norvège. J'ai commencé à regarder où est-ce que je pouvais envoyer mes colis de ravitaillement. Et je sais qu'au début, ça va être très très compliqué. Je vais devoir partir avec 10 à 15 jours de ravitaillement. Donc ça va être lourd, surtout au départ. Petit à petit, il y en aura de moins en moins. Mais il faut que je trouve comment optimiser mon sac. Et il était déjà fortement optimisé. Je sais que généralement quand on part en rando, surtout quand on débute, on dit toujours que le sac est toujours trop lourd parce qu'on emporte ou on transporte nos peurs. Donc c'est beaucoup de au cas où. Et comme j'avais déjà fait des randos, j'ai une petite idée de ce que j'utilise et ce que je n'utilise pas. J'en ai pas tant que ça des au cas où. Donc c'est un peu difficile de suroptimiser mon sac. Et je pense que ce qui pèse aussi, c'est justement la partie technologie, d'avoir la caméra, les batteries de rechange, tous les chargeurs, le chargeur solaire. Il y a pas mal de choses, en fait, les batteries, c'est tout de suite très lourd. Donc entre les batteries de la caméra et la batterie externe pour recharger mon téléphone et appareils électroniques, tout de suite, ça c'est du poids que je ne peux pas enlever et qui représente une grosse partie de la charge. Donc je ne sais pas encore comment je vais faire, ou je sais que petit à petit, plus on avance, plus le corps en fait s'habitue aussi au poids. Là c'est vrai que d'avoir tout à coup 18 kg, mon corps n'a pas très bien compris ce qui lui arrivait. Je l'ai surtout senti en fait au niveau des pieds, parce que autant au niveau du dos, si le sac est bien réglé,
Ça commence à peser au bout d'un moment sur les épaules, mais pas tout de suite, et puis enfin voilà, ça se règle à peu près. Par contre, tout le poids est dans les pieds, et donc ça c'est vrai que assez rapidement j'ai eu mal, tout simplement. Et donc en plus du dénivelé dans les Pyrénées, c'était quand même une grosse difficulté d'avoir ce poids-là. Je sais que je n'aurai pas ce même dénivelé en Norvège, ce sera déjà ça en moins. Mais par contre, normalement, je devrais faire des plus longues distances. Donc il faut que je trouve le bon équilibre pour le poids et la distance. Et enfin, dernière chose, et pas des moindres, parce que je ne peux pas me permettre de m'en passer, c'est l'électricité et tout simplement la charge. Surtout, à commencer par la charge de mon téléphone, parce que c'est mon GPS. Si je n'ai plus mon GPS, je ne peux plus m'orienter. Donc cet élément-là, je ne peux vraiment pas faire l'impasse là-dessus. Donc je vous avais parlé de ma solution des panneaux solaires, qui est une solution assez courante. Moi j'ai ces panneaux-là, qui se mettent en fait, qui sont souples, qui résistent à peu près à un peu d'eau, tout ça. C'est vraiment fait pour être déployé sur le sac à dos, puisqu'on a des attaches. Et derrière, on a la prise, voilà, là c'est rouge, parce qu'il est exposé à la lumière. Et donc là, j'ai différentes prises, et à partir de là, je charge la batterie externe. Donc ça, l'idée très bonne, dans l'absolu. C'est un panneau 24 watts maximum, c'est bien ça tout le problème. C'est du 24 watts en plein soleil, en plein été, je pense. Ça charge un peu, mais c'est pas transcendant non plus. Et alors je l'ai sorti un jour où il faisait plein soleil, pendant quelques heures, et donc ça a un petit peu chargé ma batterie, mais pas vraiment de quoi charger mon téléphone. Mais après, je ne l'ai pas eu toute la journée, parce que j'étais dans les nuages de nouveau. Mais ce que ça m'a montré, c'est qu'effectivement, c'est une bonne source d'énergie, mais pas complètement fiable. Surtout si j'ai plusieurs jours d'affilée dans les nuages, sous la pluie, mauvais temps, etc. Là, j'aurai zéro, rien du tout. Solution alternative ou solution backup, j'ai commandé un chargeur d'appoint, vraiment pour être sûre de ne jamais me retrouver sans énergie du tout. C'est un petit chargeur avec une dynamo, tout simplement, une petite manivelle. Donc je vais peut-être passer quelques soirées à charger une batterie externe à la manivelle. Mais pour moi c'est essentiel. C'est essentiel parce que je peux me retrouver dans un endroit où il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas de réseau mobile, et j'ai juste mon GPS pour m'en sortir. Si j'ai même plus le GPS, ce sera compliqué. Et voilà, c'est tout pour mon retour sur ma première expérience de bivouac en autonomie et en solo. C'était très intéressant, très enrichissant et je dirais même essentiel à la préparation de mon sac pour la Norvège. Je vais continuer à partager avec vous ma préparation sur les différents aspects de cette randonnée. En attendant, prenez soin de vous, osez l'inconnu et à très bientôt!